Hassan Gueye pour la vue du net, la revue de la presse africaine pour clore avec Aïcha Diaraté, mais bien avant cela, bonsoir à vous Omar Ouali. Bonsoir Sohna Awa. Bonsoir également à vous Hassan. Bonsoir Awa. Et nous entamons tout de suite le dossier, le Sénégal qui fait partie des 25 pays les plus pauvres d'Afrique. Selon le rapport de l'indice de développement humain du PNUD, les signaux sont au rouge. L'économiste Mounirou Ndiaye révèle que la croissance économique ne profite qu'aux multinationaux, ce qui justifie ce recul. Mamou Diaby Gassama. Devancé par des pays comme le Bénin, la Mauritanie, le Congo ou encore Madagascar, le Sénégal perd 2 points et s'enfonce dans la catégorie des pays à faible niveau de développement humain selon le classement mondial de 2019 du programme des Nations Unies pour le développement. L'économiste, enseignant, chercheur et consultant international, Dr El Hadji Mounirou Ndiaye, revient sur ce rapport. L'indice de développement humain, c'est un indicateur beaucoup plus pertinent. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur qui tient compte non seulement des ressources, le niveau de PIB par habitant, par tête, qui est très faible au Sénégal, il faut l'avouer, et également la qualité de la vie, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès aux infrastructures sociales de base, ainsi de suite. Donc je pense que c'est ça qui est donc regroupé sous forme d'indicateurs et qui véritablement permet de classer les pays suivant cet indicateur. Le Sénégal a reculé depuis 2012. Et cette année, donc, nous avons encore régressé de 2 points, 166e sur 189 pays, ce qui fait que tout simplement le Sénégal continue de figurer parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Nous attendons une croissance de 6,8% en 2020. Cette année, en 2019, la croissance est 6,3%. Ce qui fait que donc, jusqu'à présent, nous avons des taux de croissance quand même qui sont faibles, vu tout simplement les intérêts étrangers qui font que la croissance est là, mais elle n'appartient pratiquement pas aux Sénégalais. Ce qui fait que donc les populations ne sentent pas cette croissance-là. Selon ce rapport du PNUD, le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres au monde, un fait qui ne laisse pas indifférents les citoyens. La pauvreté, je ne le souhaite à personne. Ça fait très mal, ça réduit la personne elle-même sur le plan physique, sur le plan mental, parce qu'il ne se sent plus lui-même. Et il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de tendre, c'est difficile. Ils souffrent au fort dans leur propre chair. Ils ont une famille, ils ne savent pas comment faire. Il y a des familles dans ces pays qui mangent une fois par jour. Quand vous arrivez à Dakar, on pense qu'à Dakar, il n'y a pas la pauvreté. Mais c'est à Dakar qu'il y a vraiment la pauvreté. La pauvreté prend de l'ampleur du jour au lendemain. Voilà un signe de plus qui prouve que tout va mal dans ce pays et c'est vraiment déplorable. Et les fautifs de cette tragédie ne sont personne d'autre que nos autorités étatiques. Elles ne sont là que pour leurs propres intérêts. Nos interlocuteurs d'ajouter. La pauvreté peut créer dans une société l'agression. C'est-à-dire toutes sortes d'agressions. Il peut y avoir le meurtre, l'agression physique, les suicides. Et tout ça, c'est la pauvreté qui peut créer ça. La séparation des familles, la séparation des enfants, c'est tout ça, la pauvreté. La pauvreté, c'est un tout, c'est un mal qui est en nous, qu'il faut essayer d'éradiquer ce mal-là. Maintenant, il faudra que les hommes politiques réfléchissent beaucoup sur ça. Comment faire pour nous sortir de la pauvreté? Il sollicite par ailleurs les autorités étatiques. Pour l'amour du ciel, nous interpellons l'État à redoubler d'efforts parce que tout est cher dans ce pays. Le loyer, les denrées de première nécessité, le transport, entre autres. Le Sénégal doit revoir son programme et sa politique de développement local. Parce que c'est au niveau de local qu'on puisse créer la croissance, qu'on puisse créer le revenu de l'individu. C'est de là que la pauvreté, il faut le combattre. Au Sénégal, l'économie tarde à décoller, raison pour laquelle l'économiste El Hadji Mounirou Ndiaye invite l'État à revoir sa politique et à se pencher sur les priorités. Il faut tirer les leçons de toutes ces situations-là. Il faut tirer les enseignements de ces problèmes de priorisation, ces problèmes de calcul et d'arbitrage, et quand même amorcer une nouvelle dynamique pour repenser les moteurs de la croissance dans la phase 2 du PSE. Les dépenses publiques peuvent relancer la croissance économique
mais à condition que ces dépenses publiques-là soient encaissées par des entreprises nationales et non des multinationales qui viennent prendre cet argent-là. De la 164e place en 2018, le Sénégal se classe cette année à la 166e place, une régression qui maintient notre pays dans le peloton de queue de la catégorie des pays à faible développement humain. Merci à vous, Mamou Diaby Gassama. Notre invité, Oumar Wali Zoumaro. Qu'est-ce que vous pensez de ce dossier et également le rapport du PNUD qui classe le Sénégal parmi les pays les plus pauvres? Oui, je crois que ce dossier prouve à suffisance que non seulement cette pauvreté du Sénégal est avérée, mais c'est la résultante du niveau de pauvreté des populations. Nous sommes un peuple où, à plus de 90% même, si nous pouvons le dire, les populations sont à revenus très faibles. Même ceux-là qui sont dans le système, comme on le dit, soit des fonctionnaires ou dans des entreprises privées, peinent à joindre les deux bouts. A fortiori, la grande majorité qui est sans emploi ou bien qui est dans le secteur informel. Si, nous peinons à satisfaire nos besoins sociaux de base, à savoir avoir l'eau courante, avoir l'électricité normalement sans interruption, pouvoir manger à sa faim. Ça montre à quel point que nous sommes pauvres. Si, quelqu'un l'a dit dans le reportage, certains Sénégalais peinent à prendre les 3 repas par jour. Certains Sénégalais peinent à avoir un moyen de locomotion pour se rendre vers le lieu de travail. La majorité des Sénégalais ne peut pas se soigner correctement. Même certaines de nos autorités sont dans l'obligation de s'expatrier pour pouvoir se soigner. Ça montre à quel point, effectivement, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est un mirage, le Sénégal est un pays extrêmement pauvre. Et ce qui nous révolte dans tout cela, c'est à côté de cette pauvreté, il y a des investissements de prestige qui sont faits. On nous offre un terre à des centaines de milliards. On nous fait croire qu'il faut construire, des centres de conférence à 50, 60 milliards. On nous fait croire qu'il faut faire une nouvelle ville à Diamniadio alors que nous avons faim. Ce dont nous avons besoin, c'est de manger à notre faim, d'avoir les moyens de subsistance, de satisfaire les besoins sociaux de base. C'est pourquoi le rapport du PNUD est tout à fait normal, est avéré. Le Sénégal est un pays pauvre, contrairement à ce que les autorités, ceux-là qui sont là, essaient de nous faire croire. Nous sommes un pays le taux de croissance qui monte, qui grimpe. Vous savez, il l'a dit, le Sénégal est en train d'enrichir les multinationales. La totalité de ces chantiers qui sont là dans notre pays sont gérés par des entreprises étrangères. C'est la France, la Chine, les autres pays, mais peu d'entreprises sénégalaises. Allez au niveau du trésor public. La dette intérieure a atteint un niveau tel que les entrepreneurs font la queue pour pouvoir se payer. Mais c'est triste ce qui se passe actuellement. C'est désolant. Nous allons parler de la manifestation de demain, c'est-à-dire du vendredi 13 décembre. On a vu depuis un certain temps que les syndicats d'enseignants ont fait bloc pour dire non à la dictature, mais également exiger la libération de votre camarade, le docteur Babacar Diop. Oui, ceci n'est qu'une logique. Nous sommes arrivés à bout. Nous sommes arrivés à un point où tout le monde a fini de comprendre que seule la station debout nous permet de faire face à ces gens-là. On ne peut pas rendre tout cher dans ce pays, le loyer, la santé, la nourriture, et de surcroît augmenter de manière assez brusque les factures d'électricité. Au moment où, il y a à peine un an, on nous parlait de bénéfices réalisés par la Sénélec. Donc nous, en tant qu'organisation de travailleurs, organisations qui se battent pour les intérêts matériels, moraux et professionnels, nous sommes dans l'obligation de nous battre, ne serait-ce que pour pouvoir sauvegarder nos maigres revenus. Et aujourd'hui, à côté de nos revendications classiques, il y a un point crucial qui vient de s'y greffer, c'est-à-dire la suspension de la mesure d'augmentation de l'électricité. Maintenant, à côté de cela, parce que l'arrestation du professeur Babacar Diop,
et de ses co-détenus est la résultante d'une certaine spontanéité dans la prise de conscience qu'il fallait impérativement se lever et faire face à ces gens-là, qui, non contents de nous spolier tous les jours, non contents de nous narguer, jouant sur les larcins qui sont en train de se partager, se disent aujourd'hui qu'il faudrait qu'ils nous sucent davantage comme des sangsues. Et la révolte de nos camarades les a menés aujourd'hui, en tout cas vers les liens de la détention arbitraire. Pour la simple et bonne raison que la marche est consacrée par notre Constitution en son article 8. Dans le respect de la loi. Tous, mais bien sûr dans le respect de la loi, c'est-à-dire une marche qui n'entrave pas le fonctionnement du pays, une marche qui ne gêne pas les Sénégalais, une marche qui ne perturbe pas la quiétude, est une marche pacifique. Et aujourd'hui, nos amis ont été arrêtés en faisant une marche pacifique. Mais Hassan, la grande question, on a vu une forte implication des enseignants cette fois-ci sur ce combat-là. Et on avait l'habitude de vous entendre sur des revendications d'ordre professionnel. Aujourd'hui, vous ralliez les citoyens pour défendre une cause. Le pourquoi? J'ai comme l'impression que, Awa, vous voulez, comment dirais-je, essayer de faire croire aux gens que c'est parce qu'un des nôtres est arrêté que nous nous levons. Non, bien au contraire. Je ne veux pas faire quoi. Je demande. Je veux avoir des éclaircissements par rapport à cette question. C'est assez subtil, mais je vous dis, ce n'est qu'un pur hasard. D'ailleurs, nous avions l'habitude de nous battre contre les arrestations arbitraires. Aujourd'hui, effectivement, ce combat a peut-être, comment dirais-je, un aspect qui nous touche un peu. C'est un des nôtres, un professeur qui devait être devant ses étudiants, qui est arrêté de manière arbitraire. Donc, à côté de ce combat citoyen, parce que nous sommes des citoyens, nous payons des factures comme tous les autres Sénégalais, mais nous, à côté de ça, nous avons un des nôtres qui est dans les liens de la détention de manière arbitraire. C'est pourquoi, effectivement, à raison, nous avons deux revendications principales. La première, c'est que la hausse soit revue, non content en tout cas d'exiger l'arrêt de cette mesure, nous exigeons même que le prix de l'électricité soit baissé. À côté de cela également, que nos amis, nos camarades soient libérés sans condition, à savoir le professeur Babacar Diop, Guy Marius Sagna et les 6 autres détenus. La plateforme Union Langue était née pour lutter contre cette hausse du prix de l'électricité, mais depuis certains temps, on sait, c'est comme s'il y avait un changement. On se bat surtout pour la libération de ces détenus-là. Oui, en fait, c'est pas cela. Mais il s'est trouvé que dans le combat, il y a 8 combattants qui sont arrêtés de manière arbitraire. Nous ne pouvons pas continuer le combat uniquement en exigeant la, comment dirais-je, revue de la mesure de l'augmentation de l'électricité. Nous avons un nouveau point qui s'est greffé là-dessus. C'est-à-dire, nous exigeons que la mesure soit arrêtée, mais à côté de cela, que nos camarades retenus arbitrairement soient libérés, parce que ce ne sont que des otages qu'ils ont par devers eux. Mais il y a un... C'est les combattants dont vous parlez, je pense que... Est-ce qu'ils ne se sont pas jetés dans la gueule du loup, il faut le dire comme ça, parce qu'ils ont bravé une interdiction préfectorale, ils ont manifesté dans des lieux qui ont été interdits, et jusqu'à présent on parle de l'arrêté Ousmane Gom. Tout le monde, chacun peut dire ce qu'il en pense, je pense que c'est qu'il faut l'abroger, mais jusqu'à... Maintenant, cet arrêté est en vigueur et ils ont donc violé la loi. Bon, vous savez, ça c'est un faux fuyant. On a vu des jeunesses du parti au pouvoir aller secouer les grilles du palais. Mais pourquoi ces gens-là ont le droit d'aller secouer les grilles du palais et que d'autres Sénégalais n'aient pas le droit? Ce palais n'appartient à personne, c'est le palais de tous les Sénégalais. Il a un locataire. Aujourd'hui, demain, il peut avoir un locataire nommé Hassan Gueye ou Awa Diop Ndiaye ou quelqu'un d'autre. Est-ce que parce qu'Hassan Gueye a commis une erreur que je dois faire la même chose? Non, c'est pas cela. Je dis que nos camarades, nos amis, étaient en train de faire une procession pacifique contre la hausse du prix de l'électricité. C'est dans cette marche-là, qui n'a même pas gêné la circulation des voitures, qu'ils ont été arrêtés. Pour Guy Marius Sagna, nous disons que c'était un pain béni pour le gouvernement, les tenants du pouvoir, parce qu'il les fatigue. Comme il le pense, c'est quelqu'un qui est prompt à se lever pour combattre toutes les injustices. Pour le professeur Babacar Diop, que nous connaissons, c'est un combattant. Donc ces gens-là qui ont eu, comment dirais-je, le réflexe d'être les premiers Sénégalais à s'insurger contre cela, se sont fait arrêter arbitrairement, ont été même brutalisés. Donc aujourd'hui,
On ne peut pas dire qu'ils se sont jetés dans la gueule du loup, bien au contraire. Nous pouvons dire que ce sont des Sénégalais qui ont eu un réflexe que la grande masse n'a pas eu à temps. Et aujourd'hui, malheureusement, en face d'eux, il y a eu une force répressive qui avait soif de les embastiller, qui avait soif d'apeurer les gens pour dire nous ne sommes pas dans une dictature, nous ne l'accepterons pas. Il faudrait que les autorités arrêtent cette démarche-là. Mais demain, vous appelez à manifester, une manifestation qui a beaucoup d'enjeux également. Est-ce que vous pensez que vous pouvez réussir le pari de la mobilisation et également sensibiliser cette population-là qui était abonnée absent à certaines manifestations? Oui, je crois que avec ce qu'on a l'habitude de voir, bien ce qu'on a déjà vu, si c'était la marche, ou bien les différentes manifestations des enseignants, ça concernait une corporation. Si c'était les manifestations politiques de l'opposition, ça concerne peut-être une catégorie de citoyens. Mais aujourd'hui, la marche de l'électricité concerne tous les citoyens. Fonctionnaires comme non fonctionnaires. Travailleurs comme chômeurs, ceux qui sont dans le secteur formel comme ceux qui sont dans le secteur informel. Petits et grands. Donc aujourd'hui, nous avons l'intime conviction que les Sénégalais sortiront massivement pour dire non à cette forfaiture. Nous n'en doutons pas. Parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde paye l'électricité. Tout le monde a envie d'être éclairé le soir. Tout le monde a envie de pouvoir travailler dans son usine. Tout le monde a envie de pouvoir travailler dans son atelier. Tout le monde a envie de pouvoir circuler librement et d'utiliser ces appareils électroménagers. Mais si nous avons des prix de l'électricité qui ne sont pas à portée de main, des prix de l'électricité qui peut-être sont supérieurs même à nos maigres revenus, nous sommes obligés de sortir. Et nous n'avons pas besoin de sensibiliser davantage. Nous l'avons fait, mais nous avons compris aujourd'hui que les Sénégalais sont suffisamment conscients de la gravité de l'heure. Mais la mobilisation également dépend de la suite à donner à votre combat. Oui. Et parce que vous avez en face de vous un président de la République qui n'est pas prompt à fléchir sur quoi que ce soit. Vous savez, nous avons l'habitude de voir ces genres de comportements. Moi, je le dis, c'est pas parce que on est président d'un pays qui vous a élu, comme vous l'avez dit, à 50 ou 55%, que vous croyez tout permis. Non. Le président de la République est un citoyen, même s'il incarne aujourd'hui une institution. Nous ne pouvons pas le considérer comme étant le Sénégalais le plus courageux, le plus téméraire. Non. Il est peut-être aujourd'hui celui-là à qui on a remis tous les moyens de répression de ce pays. Comme on le dit, il détient le pouvoir de la répression légale. Mais cela ne voudrait pas dire que ce pouvoir-là qui lui est donné, il peut à tout moment l'utiliser contre son peuple, contre les Sénégalais que nous sommes. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui ne fléchit pas que nous allons fléchir. Nous avons nos revendications que nous allons poser de force ou de gré. Nous ne sommes pas là pour mettre le feu dans ce pays. Nous sommes là pour exiger le minimum. Mais est-ce que l'arrestation de Guy Marius Sagna, du docteur Babacar Diop et compagnie n'est pas une mesure dissuasive pour les autres manifestants? Mais vous savez, il en faut plus que ça pour nous arrêter. Et demain, vous allez comprendre que nous sommes aujourd'hui décidés à marcher et personne ne peut nous arrêter. Non, vous savez, à la limite, nous avons quand même l'impression que les gens jouent à se faire peur. Personne aujourd'hui ne peut nous faire peur. Nous allons sortir demain, nous allons marcher et nous allons exiger la baisse des prix de l'électricité et exiger la libération sans condition de nos amis. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas sauté sur cette occasion pour vous refaire une image? Parce que quand on voit les organisations syndicales des enseignants qui sont dans ce combat, ce sont surtout ceux qui ne sont pas autour de la table de négociation avec le gouvernement. Vous savez, ça c'est pas le débat du jour. Parce qu'aujourd'hui, moi je le dis à certains, je préfère ne plus être autour de la table avec certains, avec ce que vient de dire le Moustapha Cissé Lo, quand il y a des autorités qui peut-être seraient pourchassées avec des gourdins parce qu'ils ont commis des graves fautes. Moi, je préfère ne pas être autour de la table avec ces gens parce que demain, l'histoire retiendra que Zoumarou faisait partie de ceux-là qui, en tout cas, faisaient autour de la table de ces gens. Vous savez, nous, notre combat transcende cette affaire de celui-là est autour de la table, celui-là n'est pas autour de la table. Nous défendons d'abord une corporation. Mais aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener est le combat de tous les Sénégalais. Donc nous n'avons pas sauté. D'ailleurs, vous avez vu, le G20 dans lequel nous sommes a déjà déposé son préavis. Nous sommes en train de faire le tour du pays. Donc le combat aujourd'hui que nous menons est le combat de tous les jours. Syndicalistes ou pas,
syndiqués ou non, nous allons mener ce combat. Maintenant, cela n'enlève en rien l'autre combat que nous sommes en train de mener dans notre métier, dans notre corporation, qui en tout cas est le combat de la satisfaction de nos points de revendication. Déterminé à marcher avec ou sans autorisation? Mais oui, avec ou sans autorisation. D'ailleurs, je viens même de suivre dans votre édition du soir que oui, le préfet annonce avoir autorisé la marche. Vous savez, nous sommes sous le régime de la déclaration. Ce que nous avons fait, c'est dire au préfet, nous voulons marcher le 13, créer toutes les conditions pour que notre marche soit sécurisée, pour que notre marche soit encadrée. Et s'il avait, comment dirais-je, l'inintelligence de l'interdire, mais nous allions braver l'interdit. Parce que quand même, il faudrait que les gens comprennent que c'est la Constitution qui l'a consacré, marcher de la place de l'Obélisque au rond-point de la RTS. En quoi ces genres de marches-là peuvent perturber la quiétude des Sénégalais? En quoi ces genres de manifestations peuvent installer l'insécurité dans ce pays? Je crois quand même qu'il faudrait que les gens reviennent à la raison, que les gens comprennent que ce pays nous appartient à nous tous, que personne ne peut, sous prétexte qu'il occupe des postes de responsable ou bien qu'il est préfet ou sous-préfet, avoir droit de vie et de mort sur les autres Sénégalais. La suite à l'issue de cette manifestation, la suite à donner à votre combat? Oui, nous allons évaluer. Nous allons évaluer de manière très lucide. Et s'il nous faut redoubler d'efforts dans la sensibilisation, nous le ferons, mais nous avons conscience que l'autorité comprendra, le président en premier lieu, et ceux-là de la Sénélec comprendront qu'il faudrait, si la Sénélec traîne un gap de 12 milliards, qu'ils ont d'autres leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour, comment dirais-je, combler ce gap-là. Je peux prendre l'exemple des institutions budgétivores. Le budget de l'Assemblée nationale, où les gens se partagent de l'argent du pays. Mais ces gens peuvent diviser le budget de l'Assemblée nationale. Le Haut Conseil des collectivités locales, qui ne sert absolument à rien du tout, peut être dissous. Il y a tellement d'institutions qui ne servent absolument à rien aux Sénégalais, qui sont là que pour alimenter une clientèle politique. Ces institutions doivent être tout bonnement et tout simplement dissoutes pour qu'on puisse prendre cet argent-là, non seulement le mettre à la Sénélec, mais également permettre aux Sénégalais d'avoir l'eau courante, là où ils en ont besoin, permettre aux Sénégalais de pouvoir acheter les denrées de première nécessité avec des prix abordables. Merci à vous, Omar Wali Zoumaro. Vous restez avec nous pour la suite. La vue du net avec Hassan Gueye. Nous allons parler de la toile. Sur quel point les internautes se sont penchés, Hassan? Sur la République des invectives, pour reprendre nos confrères de Senweb qui parlent un peu de ces trois gros gaillards, il faut le dire comme ça, qui se chargent par presse interposée. Il s'agit de Yakham Mbaye, Moustapha Cissé Lo ou encore Farba Ngom de l'APR, donc qui se lancent des propos ordriers, il faut le dire comme ça, qui n'hésitent pas à s'insulter à travers la télévision, à travers l'Assemblée nationale. Moustapha Cissé Lo qui déballe, qui dit que tous les députés, chacun des députés reçoit 2 tonnes d'engrais ou de semences. Et Yakham Mbaye qui sort en disant que Moustapha Cissé Lo a reçu 4531 tonnes. Moustapha Cissé Lo qui revient à la charge en parlant du mari de Mariam Sarr, le maire de Kaolack, en disant qu'il a reçu 4000 tonnes d'arachides, et donc des propos qui donnent le tournis aux Sénégalais, et les internautes se sont passés sur cette question en disant que ces gens-là qui nous gouvernent ne nous respectent pas, parce que là où on parle d'immigration clandestine avec des dizaines de morts il y a quelques jours au Sénégal, au large de la Mauritanie, quand on parle de hausse du prix du coût de l'électricité, quand on parle des problèmes avec le secteur de l'hydraulique, aujourd'hui on nous sort ces scandales-là, et ils l'ont dit parce que une des leurs, ou bien un des leurs, a dit des choses qui n'arrangent pas l'autre. Yakham Mbaye, qui a révélé le scandale concernant Moustapha Cissé Lo, a dit que Moustapha Cissé Lo apparaît parce qu'on a diminué ce qu'on devait lui donner. Yakham Mbaye qui a parlé parce que Moustapha Cissé Lo a parlé. Donc je me dis que si il n'y avait pas quelqu'un, Moustapha Cissé Lo n'avait pas parlé, Yakham ne nous dirait rien. Donc on ne saurait pas qu'ils se sont partagés toute cette manne financière, alors que les Sénégalais souffrent, une bonne partie des Sénégalais souffrent, comme l'a montré le rapport du PNUD, et comme l'a dit tout à l'heure notre invité, Omar Wali Zoumaro. Alors nous y allons avec les commentaires de nos amis du net. Le premier qui commente, il le fait sous couvert de l'anonymat, et cet internaute nous dit qu'au Sénégal, que ce soit en ce moment, que ce soit Moustapha Cissé Lo, que ce soit Yakham Mbaye ou encore Farba Senghor, ils sont tous
Farbangom, autant pour moi. Ils sont tous pareils. Ils ont qu'une seule compétence, ou bien 3 compétences, gueuler, délier et habler. Donc, un autre internaute qui dit qu'un poisson, ça pourrait par la tête, pauvre peuple sénégalais qui n'a pas les élites qu'il mérite. Le nivellement par le bas, voilà, c'est à quoi on assiste. Un pays doit sérieusement manquer de lumière. Ce pays doit sérieusement manquer de lumière pour vivre ainsi, pour n'avoir pas proposé à la tête du Parlement de la CEDEAO, comme Moustapha Cissé Lo, à la tête du quotidien Soleil, quelqu'un comme Yakham Mbaye ni Yakham ni Cissé Lo n'ont leur place au sommet, là où ils sont, parce qu'ils ne le montrent pas de par leurs actes. Poursuivons avec cet internaute qui écrit que tout ce qu'ils ont détrôné, ils vont nous le dire sans même le vouloir, parce qu'ils se dénoncent mutuellement. C'est comme ça que ça finit généralement la bamboula. OM, il se surnomme cet internaute et il écrit que Cissé Lo manque de poigne. Il a goûté à toutes les sauces. Parti socialiste, Parti démocratique sénégalais, APR et les gourmands, et il le montre prétentieux aussi, et c'est l'argent, pour lui c'est l'argent qui compte et rien d'autre. Assez, il se surnomme cet internaute, il dit tous pareil en parlant de ces 3, en disant ce sont des tricheurs et des voleurs. Poursuivons avec Abdoulaye Yassine Samb qui écrit qu'ils sont tous pareils, je dis bien tous, celui qui dévoile et l'autre qui est dévoilé. Seyaham peut-il en parallèle dévoiler tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a pu lui obtenir comme aide ou financement ou don pour lui-même ou membres de sa famille ou proches, affaire de gënërëy te gën a ñaaw làmmiñ kese la. En tout cas, on va voir ce qui va advenir parce que le procureur a l'habitude de s'autosaisir. Qu'est-ce qu'il attend cette fois-ci pour cette question? Est-ce que Serigne Bassirou Gueye au Sénégal? Ou est-ce qu'il n'a pas pris une retraite anticipée? Parce que c'est des questions qui sont légitimes quand on voit tout ce qui se passe au Sénégal et qu'on ne l'entend pas. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de scandale dans ce pays-là concernant ceux qui sont au pouvoir. Par exemple, il y a quelques semaines, on a parlé du rapport de la RMP. Un rapport qui confirme les propos de l'OFNAC concernant des ministres et des DG. Un rapport qui nous dit qu'il y a un ministre qui a acheté une poule à 11 000 francs, une chèvre à 166 000 francs. On est où? On est dans quel pays? Et celui ou ceux qui sont censés montrer la voie, qui sont censés juger, qui sont censés prendre ces dossiers et aider la lanterne sénégalais ne font rien du tout. Et c'est pour cette raison qu'on se demande s'ils sont là ou s'ils sont là que pour une partie des Sénégalais. Mais c'est exactement cela, hein. Je crois que vous l'avez si bien dit. Nous avons aujourd'hui l'impression qu'il existe une justice pour ceux qui sont proches du pouvoir et une justice pour ceux qui ne sont pas dans les grâces du pouvoir. Et ce qui est regrettable dans cette affaire, moi je l'ai dit tout à l'heure, quand M. Moustapha Cissé Lo, moi je dis tous les trois ne sont pas des modèles de leur corporation, de leur parcours, de par leur parcours, ce ne sont pas des modèles dans ce pays. Donc cela ne nous surprend pas de les entendre tenir des débats de caniveau. Quand lui il dit, Moustapha Cissé Lo, que s'il parlait qu'on allait pourchasser certains ministres avec des gourdins, ça renseigne à suffisance sur les dégâts qui sont commis par certaines autorités. Si lui, on l'accuse d'avoir reçu peut-être 4 000 tonnes, certainement il y a des ministres qui en ont reçu 100 000. C'est pour cela, certainement, il dit qu'il n'en a pas suffisamment reçu. Ça montre à quel point on souffre au Sénégal. Les Sénégalais sont pauvres, mais à côté de cette pauvreté, il y a des sanctions, des lâches qui sont capables de tuer tout ce peuple-là pour leur bien-être. Et malheureusement, c'est ça. Il y a des gens qui n'ont absolument rien et d'autres qui sont dans l'opulence avec un bien qui ne leur appartient pas. Ne soyez pas surpris qu'ils se lancent des invectives. Nico Wolof de Wahe, de Djefrou. Parce qu'ils sont en train aujourd'hui, ils se sont tellement gavés qu'ils ne peuvent plus se taire. Et demain, on entendra peut-être des scandales encore beaucoup plus extraordinaires, comme c'était le cas de Petrotim. Personne n'y pensait, on l'a entendu. Et certainement, demain, on nous dira que même le pays a été vendu par certains. On ne sait jamais. Merci à vous, Omar Wali Zoumaro. Et nous passons tout de suite à la revue de la presse africaine qui porte la signature de Aïcha Diarraté. Démarrons la revue de la presse en ligne par walfenet.com
qui titre Les révélations de Yakham. Tous ceux avec qui j'ai affaire sont des voyous. Le DG du quotidien Jadis National craint pour sa sécurité. Invité à la 7TV, il s'est pointé avec un garde du corps. Interpellé sur cette nouvelle trouvaille, Yakham dit être en danger car il est en face de lui des adversaires redoutables et prêts à tout. J'ai mis la main dans un guêpier et je sais qu'il y a des risques. Je me protège seulement avant que l'on me surprenne. Il ne s'agit pas seulement de politique, mais d'enjeux. Des enjeux financiers énormes que j'ai dénoncés, soutient-il. Et l'ancien secrétaire d'État d'ajouter, il ne s'agit pas tout simplement de Cicelo, mais ce sont tous des voyous. Et selon nos confrères de Walfnet.com, c'est ça le Sénégal de Macky Sall. Radiation de Ousmane Sonko de l'administration, la Cour suprême a tranché à la une de Sénéweb. Mon confrère Mohamed Rassoul Gueye de préciser que la Cour suprême confirme la radiation d'Ousmane Sonko. La Chambre administrative a enrôlé ce jeudi 12 décembre la requête introduite par l'ancien inspecteur des impôts et des domaines pour contester sa radiation de la fonction publique. Ousmane Sonko a été débouté. Pour rappel, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, a été radié de l'administration sénégalaise par décret présidentiel numéro 2216-1239 pris le 26 août 2016 pour manquement à l'obligation discrétion professionnelle. Maluweb.net parle de justice et note que la date de la reprise du procès Capitaine Sanogo et ses 8 co-accusés est pour le 13 janvier 2020 à Bamako. Sikasso, le procès du capitaine Amadou Aya Sanogo est accusés, dont les 3 juges et 4 assesseurs à son temps avaient répondu favorablement à la demande de la défense d'ordonner une nouvelle expertise médicale des corps des 21 bérets rouges car la première n'ayant pas été conduite conformément aux procédures prévues pour le droit malien. Le procès est à nouveau programmé. Les choses se sont accélérées au niveau du gouvernement pour annoncer à la reprise du procès le 27 décembre 2019. Dans un premier temps, aujourd'hui, on nous confirme une nouvelle date pour des raisons de calendrier que le procès se tiendra le 13 janvier 2020 à Bamako. Les chefs d'accusation sont enlèvement et assassinat, complicité d'enlèvement et assassinat de 21 éléments du régiment des bérets rouges dont les corps ont été retrouvés dans un charnier en 2013 à Diago. Présidentielle en Algérie, nous terminons. Le taux de participation à l'élection présidentielle de ce jeudi a atteint 7,92%. C'est ce qu'a indiqué le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi. À titre de comparaison, la participation était de 9,15% lors de la précédente présidentielle en 2014, lors de laquelle le taux de participation définitif s'était établi à 50,7%. De nombreux observateurs s'accordent à dire que les chiffres de participation ont été gonflés des dernières années en Algérie, où les scrutins ont fait l'objet de fraudes régulières. La plupart des observateurs s'attendent à une très forte abstention. Le puissant mouvement de contestation populaire dénommé Hirak, qui ébranle l'Algérie depuis février, ayant appelé au boycott du scrutin à Alger, épicentre du Irak, le taux de participation à 11h se situait à 4,77% selon toujours Charfi. Merci à vous, Aïcha Diakhaté, pour la revue de la presse africaine qui met un terme à cette édition du soir. Merci Hassan Gueye. Merci à vous. Merci Omar Wali Zoumaro d'avoir répondu. Merci, tout le plaisir pour nous. Merci également à toute l'équipe technique, Serigne Aliou Keita, Amdi Sidibé, Serigne Saliou Bey et également Mami Kanté, Ma Alun Sito et Diata à moi. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un grand merci à Moustapha Diop pour la réalisation de ce magazine. Restez avec lui pour votre émission Dîner avec Diamono tout à l'heure. Au revoir.